Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Nous sommes dans notre série d'articles sur le leadership, publié par Harvard Business Review. C'est l'avant-dernier. Donc, j'espère que vous en avez pas trop marre. Cette semaine, nous sommes déjà en 2019, donc vous voyez qu'on avance dans le temps. Un article qui s'appelle Cross Silo Leadership par Casciaro, Edmondson et Young. Donc Edmondson, oui, c'est Amy Edmondson, la fameuse chercheuse consultante qui a parlé en particulier de sécurité psychologique. J'ai décidé de traduire Cross Silo Leadership par leadership transverse, transversal. Bon, je sais pas si c'est le mieux. Et donc l'article commence par nous poser deux questions que j'ai trouvées vraiment intéressantes, parce que en y répondant chez mes clients, je me suis aperçu qu'effectivement les auteurs avaient raison de poser cette question. Première question que je vous pose aussi, quelles sont les relations, je vais y arriver, quelles sont les relations privilégiées au travail en tant que manager? Quelles sont les relations que vous privilégiez au travail en tant que manager? Et normalement, vous devriez répondre vos collaborateurs, votre chef, puis voilà, en gros. Donc on appelle ça des relations privilégiées verticales. Et donc c'est confirmé par une étude. C'est pas vous et moi ne sommes pas spéciaux de ce point de vue-là. Tout le monde répond à peu près comme ça. Et donc, deuxième question, quelles sont les relations les plus importantes pour délivrer de la valeur pour les clients? Sous-entendu, faire notre job. Et là, tout le monde répond horizontal. Et c'est aussi confirmé par une étude. Plusieurs études d'ailleurs. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de contradiction entre d'un côté ce qu'on fait tous les jours, ça veut dire travailler pour notre chef avec nos collaborateurs, et puis travailler à des projets transverses, d'amélioration des processus, de travail de projet, de mise en place, même une simple offre qui doit passer à travers plusieurs départements, la logistique, le service avant-vente, le développement, que sais-je. Vous pouvez imaginer que ça, du coup, puisqu'on n'est pas organisé horizontalement, on est organisé verticalement, on verra tout de suite pourquoi, ça pose des problèmes. Et donc, on a de plus en plus de difficultés à délivrer la valeur au client, parce que le client, lui, veut des solutions de plus en plus transverses. Donc, on doit développer un leadership transverse. Donc, effectivement, nos réponses à ces deux questions, moi, j'ai écrit dans mes notes, j'ai écrit « aïe ». Parce que quand on est organisé verticalement, puisqu'on bosse horizontalement, c'est pas une bonne chose. Petite parenthèse. Pourquoi c'est comme ça, en fait? On pourrait dire, mais attends, on n'est pas plus idiot que les autres, ni ici ni ailleurs, pourquoi on fait du vertical alors qu'en fait il faut de l'horizontal? Faut pas oublier que l'horizontal c'est relativement récent dans, je dirais peut-être dans l'histoire du business. Et puis ensuite l'autre raison, c'est que on fait un tout petit peu de design organisationnel. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner une organisation, pour construire une organisation? En fait, c'est l'équilibre de deux principes. Le premier principe, c'est le principe de différenciation. C'est-à-dire que, en gros, on va différencier les équipes. Alors, quand vous êtes 4, il n'y a pas trop besoin, mais quand vous êtes 40, si tout le monde fait la même chose, ça va être le bordel. Puis en plus, on va pas engager des gens pour faire tout le monde, puisqu'on a des compétences différentes, etc. Donc en fait, on va différencier. Alors après, dans les plus grandes boîtes, ça donne des différenciations par fonction, par géographie, par technicité, mais ça va assez vite. Vous êtes 5, vous engagez une 6e personne qui fait la même chose que les 2 premières, dans votre tête, tac, on fait un petit groupe. Ce sera l'équipe des, des commerciaux. Paf, puis on fait une équipe. Puis dans notre tête, il y a déjà un petit silo qui se forme. Et c'est normal, et c'est logique. Ça c'est la force de différenciation. Mais évidemment, la force qui entre en compétition avec ça, c'est la force d'intégration. En gros, l'objectif, ce sera de se faire parler des gens qu'on a séparés. Et ces deux forces sont nécessaires et c'est logique qu'elles soient contraires les unes aux autres. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des moins mauvaises réponses. En tout cas, il y a disons de bonnes réponses dans certains contextes différents ou dans un temps différent. Au début de la vie d'une entreprise, on est peut-être petit, on peut se permettre de pas trop avoir. Ensuite, quand on grandit, faut des silos, faut que ça aille bien, faut que ça aille vite, faut que ce soit productif.
Mais vous voyez qu'au bout d'un moment, on va vouloir essayer de retrouver cette transversalité. Alors, la première manière, en fait, que les entreprises trouvent pour faire cette intégration, si vous réfléchissez, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des départements différents? On fait ce qu'on appelle une approche par processus. Bien joué. Le problème, c'est que l'approche par processus, alors elle est nécessaire, ouais, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que même si le processus est transverse, quand vous demandez, je me souviens quand on avait commencé à faire ça dans une boîte dans laquelle je bossais il y a au moins 20 ans, et puis on va faire une approche par processus. Puis après, on allait demander aux gens dans quel processus ils étaient. Vous disiez, mais j'en sais rien, par contre, je fais ça. Donc l'approche par tâche, par technicité, elle est concrète pour les gens. Le processus, c'est un machin un peu virtuel. Hein. Et donc, pourquoi? Parce que c'est aussi, de nouveau, une bonne raison, c'est que on priorise l'immédiat. L'immédiat dans le temps, c'est-à-dire ce que je fais maintenant, et dans l'espace, les gens qui sont autour de moi. Or, les bureaux sont encore et toujours souvent organisés par fonction, technicité, parce qu'on a besoin des mêmes appareils. Ça peut être aussi bête que ça. C'est pas forcément qu'on fait exprès, mais imaginez un atelier de test d'équipement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez 5 personnes qui doivent utiliser cet équipement, on va pas les mettre dans 5 bureaux différents à 200 mètres chacun les uns des autres. Ça fait aucun sens. Et pourtant, il faut absolument qu'on trouve des moyens de travailler ensemble et intégrer transversalement. Alors, comment est-ce qu'on fait? On dit, ok, on a fait des processus, ça marche, mais pas complètement. Allez hop, prochaine idée, redesign de l'organisation. On va changer l'organisation. On va se mettre dans l'autre sens. On va se mettre par horizontalité qui deviendra du coup une verticalité, ce qui n'est pas une bonne idée non plus. En plus, les réorgs, pour ceux qui en ont vécu, vous savez que ça coûte cher, que c'est lent, que ça provoque de la confusion, donc c'est pas idéal. Donc en fait, ce que disent nos trois chercheurs là, eh bien, c'est que ce qui vaut mieux, peut-être, c'est de développer des activités transverses. Donc ils disent en gros, laissez vos orgues comme elles sont, parce que de toute façon ça coûte trop cher à changer, mais par contre, développer des activités transverses. Et là, moi j'étais super content, parce que une activité transverse, ça veut dire des conversations transverses. C'est-à-dire qu'on peut laisser des processus comme ils sont, parce que le processus c'est fixe, c'est vertique, c'est un peu statique, et on va plutôt s'occuper de la dynamique d'une organisation. Et ça, c'est mon dada, donc j'étais content. Alors, c'est bon pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les collaborateurs qui travaillent transversalement apprennent plus, vendent plus, progressent plus rapidement. Démontré par des études. Les entreprises qui ont une meilleure collaboration obtiennent une meilleure loyauté client et des marges plus hautes. Meilleure loyauté client, on voit que c'est certainement lié à la satisfaction client, mais les marges plus hautes, c'est pas parce qu'on arrive vraisemblablement à développer, à vendre des prestations qui ont une plus grande valeur ajoutée quand on s'y met à plusieurs. Quand on ajoute par exemple à une machine du service avec la machine et que tout ça est bien packagé, eh bien on peut vendre ça avec une marge plus élevée parce que la valeur pour le client est beaucoup plus élevée. Donc ces activités. Alors il y en a 3, mais je vais en détailler 2 parce que la troisième elle est assez évidente. Moi j'aimais bien les 2 premières parce que je suis un tout petit peu un petit novateur, donc je pensais plutôt partager celle-là avec vous. Première activité, donc les 3 je vous les donne. Développer et déployer des dealers de collaboration. Alors j'ai un peu fait exprès histoire de vous restiez avec moi pour la fin de l'épisode. Développer la curiosité. 2e activité. 3e activité, faire travailler entre les silos. Alors vous voyez que le 3e, faire travailler entre les silos, bon, c'est assez logique. On fait des groupes de projets, on fait des groupes transverses d'amélioration, typiquement amélioration qualité, etc. Donc tout ça, je dirais, la plupart des boîtes le font déjà. Mais si vous le faites pas, vous pouvez commencer par ça, ça marche bien. Les 2 premiers, développer et déployer des dealers de collaboration. Ils appellent ça des collaboration brokers, non, des culture brokers ou des collaboration brokers. Broker dans le sens comme comment on appelle ça pour les assurances. Le mot me vient plus maintenant. Vous allez le dire 3 fois, mais je vous entends pas. Mais c'est bien un broker, c'est bien ça. Et donc on va organiser, on va développer et déployer des dealers de collaboration. Alors, pourquoi? Parce que les équipes qui possèdent ces types de personnes performent mieux que les autres, démontré par une étude. Et l'avantage, c'est que ces brokers, ces courtiers, là, je viens de trouver, vous voyez, je vous ai entendu, ces courtiers existent en général déjà, vous les avez déjà chez personne. C'est qui? C'est le gars qui a commencé par être technicien de maintenance, et puis qui est maintenant à la vente. C'est la personne qui a commencé comme assistante de soins communautaires, et qui se retrouve au secrétariat, etc. Donc c'est toutes ces personnes qui ont travaillé dans plusieurs départements,
Et là, vous avez une mine, vous avez une richesse incroyable, parce que ce sont des personnes qui parlent les deux langues. La langue des soins, par exemple, et la langue du secrétariat. Hein, ou bien la langue, la technique et la langue de la vente. Hein, donc, ils connaissent les deux langues, les deux cultures, les deux milieux. Donc, ça fait vraiment, vous voyez, le pont. Hein, le broker, dans ce cas-là, eh bien, il peut déjà fonctionner, le dealer. Hein, il peut déjà dealer aux deux. Hein. Donc, ça, c'est faire le pont. Donc, être un broker en faisant le pont. Autre manière de faire le broker ou le dealer, eh ben, c'est d'agir comme adhésif, c'est-à-dire de mettre les personnes en lien. Quelqu'un qui vous parle d'un problème, de quelque chose, a dit, bah, tiens, je connais quelqu'un. Et hop, on organise une petite réunion, on va boire un café ensemble, on se présente, et hop, c'est fini. Et on a fait cette mise en collaboration. Alors oui, dans les boîtes où vous êtes 30, c'est pas forcément utile. Quoique, est-ce que tout le monde sait que votre voisin d'atelier, il est super bon en calligraphie par exemple, et puis que le marketing est en train de s'arracher les cheveux pour trouver quelqu'un qui saurait faire un joli dessin, quoi. C'est ce genre de choses-là qui peuvent vraiment amener une valeur ajoutée tout à fait particulière à un projet, à une vente. Donc, augmenter l'impact de ces dealers de collaboration, c'est tout à fait possible. Comment ? Alors, prendre déjà, comme on l'a dit, des profils multiples, des gens qui ont eu des historiques changeants, et puis les faire évoluer transversalement. Hein, et j'ai en particulier un de mes clients qui fait très attention à ça, de prendre des gens en interne et de les faire bouger. Alors, on peut pas faire que ça, parce qu'évidemment, sinon, c'est un petit peu comme les enfants, les familles qui se font les enfants parmi. Hein, ça fait un peu de la consanguinité. Mais d'avoir un bon mélange entre, d'un côté, de l'apport de connaissances et de matière de l'extérieur, et de l'autre côté, une politique de promotion interne, eh bien, ça donne vraiment de très 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 bons résultats. Donc, vous voyez que cette première activité, développer et déployer des dealers de collaboration, vous les avez déjà certainement dans vos équipes, dans vos entreprises, dans vos organisations. Donc, il faut les identifier et puis les aider à faire ce travail de mise en relation. Deuxième activité, dont on a parlé par ailleurs, c'est développer la curiosité des gens. Et une étude montre d'ailleurs que les managers curieux ont un réseau dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise qui est beaucoup plus solide. Donc ce sont des gens qui deviennent beaucoup plus résilients parce qu'ils peuvent faire appel à beaucoup plus de ressources en cas de difficulté. L'idée principale, c'est pas difficile, c'est de chercher le point de vue des autres. Alors commencez par vous. Vous êtes manager, donc les gens vous regardent, donc vous savez que l'exemplarité c'est super important. Donc cherchez le point de vue des autres. Apprenez ou réapprenez ou continuez à poser de bonnes questions. Quand quelqu'un, dans une réunion par exemple, c'est souvent là que les observations se font. Hein. Dans une réunion, quelqu'un dit quelque chose, même si vous pensez que c'est une mauvaise idée, posez une question, parce que derrière la mauvaise idée, il y a peut-être une pépite que la personne a mal exprimée, hein, et qui peut vous donner de bonnes idées. Donc, posez des questions, cherchez le point de vue des autres. Ça ne veut pas dire chercher à se mettre à la place des autres, parce que c'est impossible, on n'est pas à leur place, on n'a pas leur vécu. Mais essayez de se mettre dans la tête des autres, en essayant de savoir comment ils réfléchissent. Et donc du coup, développer cette curiosité, c'est aussi organiser des dialogues entre silos, des occasions de conversation. Rien qu'aller manger entre équipes. Hein, plutôt d'aller toujours manger en équipe, ou quelque part, ça peut des fois un peu tourner en rond, eh bien, organiser un repas entre deux équipes. Typiquement, prenez les équipes qui s'entendent pas bien. Ce serait intéressant de faire l'expérience. Et puis, troisième activité, on en a brièvement parlé, faire travailler les silos entre eux. Donc, développer et déployer des dealers de collaboration, développer de la curiosité et puis faire travailler entre silos. Point commun entre ces trois activités, je vous laisse quelques secondes, ça prend du temps. Eh oui. Ben oui, ça prend du temps. Et donc, c'est à nous, managers, d'agir pour fournir ces possibilités à nos collaborateurs et collaboratrices. Ils le feront pas tout seuls parce que pour eux, leur travail est encore vertical. Parce qu'ils sont sanctionnés et récompensés verticalement. Parce que leurs objectifs sont souvent des objectifs verticaux. J'encourage d'ailleurs, on aura bientôt la période des objectifs, faites des objectifs transverses le plus possible. Donnez des récompenses transverses le plus possible. Alors chez Coapta, on est 3, bientôt 4 on espère, on essaye d'organiser ces occasions de conversation transversale. On fait des APP en se consultant, analyse de pratique professionnelle, où on se dit, dans les formations, dans le consulting, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comme ça, on peut se passer les outils, plutôt que d'avoir chacun ses outils à soi, et puis du coup, avec un client qui a une expérience complètement différente. Alors, je vous cache pas que la première, on a dû la repousser, mais j'y tiens et j'en ferai. Et puis, autre occasion, chez nous, la fonction admin
participe aux réunions d'équipe dans lesquelles on discute de clients, etc. Parce que c'est ça qui enrichit le débat et la conversation. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire pour augmenter l'intégration de vos différentes équipes? Ça m'intéresserait de le savoir. Vous pouvez écrire info@coapta.ch ou laisser des commentaires sur LinkedIn ou sur votre plateforme favorite où vous écoutez ce podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.